Henri Martel, une autobiographie pour les autres. En dehors de Saint-Noble et du Douaisis, Henri Martel n'est pas très connu. Et pourtant, il a écrit une autobiographie. Alors quelques mots sur lui. Il est né en 1898, mort en 1982. Dès 9 ans, il travaille. Fait divers métiers, il devient galibot, c'est-à-dire mineur, à 12 ans et demi. Il se syndique très tôt, en 1911. Il participe à la création du Parti communiste dans le Nord en 1921. Il devient délégué mineur. Élu député en 1936, il est déchu en 1939 quand le Parti communiste est interdit. Il se retrouve au bagne à Alger où il apprend la mort de ses 2 fils fusillés par les Allemands. Libéré en 1943, il aide à l'organisation des mineurs algériens. En 1945, il présente la nationalisation des mines, le statut du mineur, celui de l'électricité et gaz de France. Nommé au Conseil d'État, ce qui est l'équivalent du Sénat, il est un temps 3e personnage de l'État. Il est maire de Saint-Noble jusqu'en 1977. Son autobiographie est datée de novembre 1973, avec une introduction de 1978 et un complément de décembre 1979. Cette biographie est éditée en 1998 par l'Espace Marx. Paulette de Bloch, qui lui a succédé comme maire, confie les manuscrits et documents à Georges Santis, historien. C'est une autobiographie hors norme, pas très longue, 84 pages, et elle se veut avant tout utile. Sous le titre « 75 ans de vie d'un militant mineur », il écrit « Au cours de ma vie militante, il me fut souvent demandé ma biographie, les souvenirs de mes années de lutte avec les mineurs. Si j'ai noirci des milliers de pages quand il s'agissait d'écrire sur les luttes ouvrières, défendre la ligne du parti, des syndicats, j'étais toujours mal à l'aise d'écrire, de parler de moi. » Ne pas aimer parler de soi pour une autobiographie, c'est pour le moins original. Mais c'est vrai que sa première caractéristique, c'est cette intention affirmée d'utilité. Elle répond à une demande, comme il l'a dit, et cette autobiographie est destinée à quelques camarades qui avaient besoin de notes sur mon activité, ma vie, dit-il. Et rappelant l'importance politique de la période, il affirme à 3 reprises « Il ne me sera pas inutile un jour de rappeler, il pourra être utile de rappeler, il sera utile peut-être un jour de montrer. » Utilité et aucune prétention littéraire. Je l'ai faite à grands traits, j'ai écrit mes souvenirs sans prétention littéraire, sans corriger. De fait, il est autodidacte. Comme son père anarchiste, il lit beaucoup. Des œuvres politiques, historiques. Il adhère aux jeunesses socialistes en 1912 grâce, dit-il, à ses lectures, en particulier sur la révolution de 1905 en Russie. En 1912, il a 14 ans. Ni écrivain, ni journaliste. Mon peu d'instruction y faisait obstacle, dit-il. Pourtant, dans sa vie, il a noirci des milliers de pages, des tracts, des dossiers. J'ai écrit pour les luttes ouvrières, j'ai écrit pour préparer les revendications, j'ai écrit pour mobiliser, j'ai écrit pour expliquer. Formé dans l'action, il a une écriture directe. Pas de relecture, de correction, il sait où il va. Écrire pour lui, c'est informer, expliquer, sans doute aussi convaincre. Il cherche l'utilité donc, et l'efficacité, ce qui explique l'existence d'un plan, avec d'abord un résumé, puis une reprise plus détaillée. Quelques exemples du plan, avec les mineurs, leur grève, mes métiers, instruire, faire monter les cadres, au service de la sécurité sociale minière, mes prisons. Ce sont quelques exemples. Dans le cas habituel du récit de vie, le narrateur donne une vue d'ensemble, avec un début et une fin. Il porte sur sa vie un regard après coup qui tend à unifier, à donner un sens. Ici, au contraire, avec une démarche explicative plus que narrative, avec un plan, des rubriques, la vision est plus éclatée, avec des retours en arrière, avec des éclairages un peu différents des mêmes moments, vie familiale, syndicale ou politique. Cette écriture originale suggère différentes facettes, la complexité d'un homme. Pour autant, une unité se dégage de ces différentes facettes, elle se trouve dans le collectif. L'autobiographie d'Henri Martel n'est pas un questionnement sur soi ou une justification de sa vie. Il se présente comme un témoin ou plutôt un acteur lors d'événements importants. Le jeu de l'autobiographie est toujours lié à l'action collective. Les souvenirs de mes années de lutte avec les mineurs. Je fais partie d'un ensemble plus vaste, qu'on retrouve dans l'introduction. Mes souvenirs sont à l'image de ceux de tous les communistes, fidèles serviteurs de notre indépendance nationale, des libertés démocratiques, de la paix. Je, c'est aussi souvent nous. Relevons dans la même introduction notre procès, notre emprisonnement, notre déportation. Le rapprochement avec les autres est très fréquent.
Je me suis un peu étendue sur ce début de vie commune. Elle témoigne des conditions de la jeunesse de l'époque. Nous n'étions pas les seuls. Pour la vie politique, je ne la décrirai pas en détail. Elle ressemble à celle de milliers de militants révolutionnaires. Et même quand il devient Galibo, je l'avais dans la peau ce métier. Que dire de plus? C'est l'histoire de tous ceux de mon âge. Donc Henri Martel ne se présente pas comme un individu exceptionnel. Il minimise même la difficulté de son engagement. Pour moi, ce fut plus facile. Je fus marqué dans le sang pour le combat révolutionnaire dès ma naissance. À peine né, j'avais 3 semaines, mon père dut quitter la fosse Thiers-Lagrange. Son père est souvent licencié pour fait de résistance. Utile aux autres, efficace dans l'action collective, on retrouve tous ces thèmes dans la conclusion. J'ai écrit mes souvenirs sans prétention littéraire, sans corriger, avec cependant un objectif final, montrer au travers d'une vie d'homme l'évolution des rapports de classe. Mes souvenirs portent témoignage des changements profonds survenus en France, dans le monde en 3/4 de siècle. Ce qui nous amène à avoir un intérêt de cette autobiographie, c'est l'aspect historique. Quelles époques y trouve-t-on ? Bien sûr, on trouve 1914, 1936, 1939-44, 1968, des moments célèbres, reconnus. À ce titre, il est témoin direct, il apporte un souvenir précis, local. Par exemple, pour 1936, le drapeau rouge flottait sur les puits Notre-Dame et Gaillan, on jouait de l'accordéon, on dansait au chant de l'Internationale. Mais il évoque aussi d'autres époques qu'on connaît moins. Pour les grèves, par exemple, les dates de 1936 ou 68 sont devenues un peu mythiques. En fait, il parle beaucoup plus longuement d'autres grèves importantes, comme 51-53 ou 1963. Si on regarde de plus près le plan et le nombre de pages pour chaque partie, les périodes les plus détaillées sont 3, d'où nous allons tirer quelques exemples. L'enfance, où il parle de lui-même, de son père, de sa formation militante, la vie syndicale et les grèves, et les prisons. L'intérêt historique de l'autobiographie, ce sont les informations sur des aspects peu connus d'un monde oublié. Dans l'enfance, les petits métiers. Dès 9 ans, il est chiffonnier, il grappille du charbon, il aide au marché, dans les champs, il est verrier de nuit pour échapper à l'inspection du travail, maçon, et enfin Galibo à 12 ans. À chaque fois avec des détails concrets. Il rappelle ce qu'il gagne. 15 sous pour le sac de gaillettes, 8 à 10 pour le sac de bois. Ou à la briqueterie, pour 2,50 francs par jour, ce n'était pas mal, car les Galibots de 13 ans ne gagnaient qu'1,25 franc par jour. Il rappelle le chemin à faire. Cela faisait une trotte d'1 heure le soir et d'1 heure le matin pour aller à la verrerie, par exemple. Tout se fait à pied, bien sûr, 5 km, 10 km, voire plus. Pour les grèves aussi, les motifs des grèves. 1912, ma première grève des Galibots à Oigny. Motif, contre une retenue de 5 centimes, 1 sou par quinzaine en paiement des allumettes pour nos lampes de sûreté. La grève a été victorieuse. Un motif qui paraît maintenant bien minime, mais à mettre en rapport avec le salaire, lui aussi bien minime. Mais aussi, ce qu'on apprend, c'est pendant la guerre de 14-18, les différents métiers qu'il a pu faire à Paris, débardeur, tourneur-fraiseur, aide-plombier au sommet de la Tour Eiffel où il fallait monter à pied plusieurs fois par jour, je dis bien à pied, ou alors aussi en Normandie où, dit-il, ma compagnie fut envoyée en équipe agricole pour la moisson. Ces métiers ne sont pas tant des épreuves. J'étais endurant, précise-t-il. Pas tant d'épreuves qu'autant d'expériences qui enrichissent sa réflexion de militant. J'ai appris les métiers, la vie des hommes et des femmes de toute profession. J'ai appris que l'existence du peuple est un combat permanent. Son témoignage est direct, personnel, et il parle en fonction de sa présence, de son implication. Par exemple, pour la guerre de 39-44, en 39, ce fut la guerre. Les mineurs n'ont pas démenti leur tradition. Ils ne désarmèrent pas devant l'occupant. Mais ce n'est pas à moi de le raconter puisque je fus arrêté le 8 octobre 1939. Lui, c'est un aspect mal connu qu'il rapporte. L'après-Munich, la drôle de guerre, en 1939, l'interdiction du Parti communiste, le procès et la déportation des députés communistes. Il raconte son arrestation, puis le transport dans des fourgons aux conditions horribles, la vie en prison et au bagne, un exemple parmi beaucoup d'autres. Pour la prison militaire d'Alger, l'ancien marché aux esclaves des Arabes. Que dire des 5 jours passés à Barberousse ? Une prison sombre, sale, bondée de prisonniers, nourriture infecte, servie dans des gamelles rouillées jamais lavées, servant aussi pour les latrines. Il fallait avoir très faim et le cœur bien accroché pour manger. Des souvenirs précis donc, et en même temps un grand souci de sobriété. Henri Martel ne veut pas fatiguer son lecteur.
On a déjà vu ce qu'il dit à propos de la vie politique, je ne la décrirai pas en détail, ce serait fastidieux pour le lecteur, elle ressemble à... Pour les prisons, il faudrait des centaines de pages. Et il renvoie du coup à Florimond-Bonte, Le chemin de l'honneur, dont il vante la richesse des faits historiques, ou plus loin à André Moine, La déportation et la résistance en Afrique du Nord. Il renvoie aussi aux souvenirs. 1968, grande bataille intercorporative, elle vit à nouveau les mineurs unis dans l'action. Je n'en dirai que quelques lignes, elle est à l'esprit de tous les travailleurs. Ce qui, à mon avis, est sans doute dommage, parce que son éclairage sur les travailleurs en 1968 viendrait sans doute corriger la vision devenue dominante d'une révolte étudiante quasi romantique. Mais, dans cette recherche de sobriété, il a toujours le souci de valoriser l'action, le courage. En 1947, bien sûr, 51-53, les grandes grèves dans toutes les mines, charbon, fer, soufre, etc., dont on ne parle plus, 1963, même en soulignant les difficultés, la brutalité de la répression, les licenciements ou l'envoi de la troupe, ou la division des ouvriers. Il évoque la stratégie, le rôle des femmes, 1910-1911, les femmes contre la vie chère, par exemple. C'est qu'il a toujours le point de vue du militant, l'illustration de la justesse de la lutte syndicale et politique, ou une réflexion sur les conditions des luttes, de leur réussite ou leur échec. Par exemple, pour 1923, le patronat minier guettait sa revanche, la division l'aida à la prendre. Les exemples de ce type sont très nombreux. L'intérêt historique de l'autobiographie, ce sont donc ces souvenirs précis des conditions de vie d'une classe sociale qui, ayant peu écrit, est souvent ignorée. Mais il y a aussi une réflexion d'Henri Martel. D'abord, dans un passage qui peut nous surprendre, lors du bilan sur ses métiers dans sa jeunesse, quand je repense aux divers emplois que la vie m'imposa, car en ce temps-là, il fallait travailler dur et ferme pour être peu payé, je me dis que j'eus plus de chance que n'auront certains enfants d'aujourd'hui, trop couvés ou victimes de notre société de consommation. Ce plus de chance a tout pour nous surprendre, mais on ne peut nier qu'il a au moins une part de justesse. Il poursuit sa réflexion en élargissant à la notion de lutte des classes. J'ai appris les métiers, la vie des hommes et des femmes de toute profession. J'ai appris que l'existence du peuple est un combat permanent. Conclusion qu'on trouve aussi à propos des grèves. Ces quasi 3/4 de siècle de l'histoire des luttes de la corporation me furent une riche école de la lutte des classes. Ces pages écrites souvent en lettres de sang, ces combats ardents menés avec volonté, une foi inébranlable en la victoire, seront des exemples pour les futures générations, les vainqueurs de demain. Relevons les termes. Appris, leçon, exemple. C'est l'action qui prime chez Henri Martel, c'est d'elle que découle la théorie, pas l'inverse. Il y a bien sûr une réflexion aussi sur le passé, mais le futur, la projection aussi vers le futur. Ce qu'apporte l'autobiographie, c'est la psychologie du militant, ce qui est illustré dans sa définition de la récompense. Sa récompense, ce sont les lettres d'amitié de pays étrangers, l'estime de mes camarades de France, des communistes, du parti, des syndicats. C'est la foi dans l'avenir, c'est aussi la conviction forte pour l'avenir que préfigure le monde qu'il vit. Il apporte le témoignage des changements profonds survenus en France, dans le monde en 3/4 de siècle. Nous sommes loin de Germinal, mon rêve de jeune socialiste de 1912, aspirant à la disparition de l'exploitation capitaliste, est réalité pour des centaines de millions d'hommes et de femmes. On apprécie aussi à quel point notre monde a encore changé depuis ce mois de novembre 1973, où Henri Martel écrivait la conclusion de sa biographie. Alors, quel est aussi l'intérêt littéraire de cette autobiographie? La langue de l'autobiographie, où il l'avait bien dit, sans prétention littéraire, sans corriger, elle est une correction remarquable. Il y a très peu de choses à reprendre. Sans correction, c'est presque un exploit. Quelquefois une construction de phrases oubliées, le manuscrit contient peu de ratures, pratiquement pas de fautes d'orthographe. La langue, on sait qu'Henri Martel parlait patois avec les mineurs, qu'il employait des tournures en patois avec des employés municipaux dans des rapports cordiaux. À l'écrit, il emploie une langue standard, correcte, avec très peu d'exceptions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le refus du bien écrire stéréotypé d'une époque. Par exemple, on n'a pas de description, pas de pittoresque. Mais pas de description de la vie du mineur de fond, par exemple, qui serait finalement un spectacle qu'on regarde de l'extérieur. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de regarder de l'intérieur, de parler de l'intérieur de la vie du mineur. Il n'y a pas non plus de passage délibératif sur l'attitude à tenir, ni d'analyse de la décision prise. Tout est dans les actes.
Pourtant, Henri Martel fréquentait des écrivains communistes, Aragon sans doute, André Stille dont il avait plusieurs ouvrages dédicacés. Il dit lui-même avoir écrit, je cite, « pour des livres que préparaient des écrivains populaires », ce qui fait que dans son autobiographie, il s'agit bien d'un choix d'écriture. Pour lui, écrire, c'est informer, expliquer, convaincre. Il n'y a pas, tant sur l'autobiographie, de fonction émotive ou esthétique du langage. On peut noter, ici ou là, des marques de l'orateur, quelques rythmes ternaires, pour utile que j'avais relevé dès le début, ou la reprise de 4 fois « j'ai écrit », parce que la langue est aussi action. Trouve-t-on la langue du militant ? Il y a bien quelques adjectifs axiologiques, mais finalement assez peu nombreux et sans excès. Alors on trouve formidable moyen de répression, importante manifestation, du premier au dernier jour la grève vivante, coordonnée, unitaire. On trouve aussi le terme de vindicte patronale. On a bien sûr tous ces termes reçus et repris du monde dans lequel il vit, qui expriment la confiance dans le parti, la classe ouvrière, le mouvement syndical, la lutte. Mais ce qui prime vraiment dans la narration, c'est le sens du concret, le sens du détail parlant, le trait juste, comme s'il était acquis par les milliers de pages qui ont été écrites auparavant, un peu comme un peintre qui fait sans arrêt le même geste pour trouver la ligne juste du dessin. C'est bien sûr aussi le but argumentatif qui prime dans l'ensemble de cette narration. Voyons par exemple, pour la pauvreté des débuts de son mariage, le lit pour l'enfant fait dans une caisse de 10 sous. Le manteau bon marché d'Élise, ils se sont mariés en 1920. Le manteau bon marché d'Élise acheté enfin en 1927, après bien des privations. Le baraquement où ils habitent, qui sert aussi de salle de consultation pour le médecin, et de salle de réunion avec un plancher disjoint à laver tous les jours. Quand il est élu, la lessive à faire à 4h ou 5h du matin avant d'aller à la Chambre des députés, puisque élu député, payé comme un ouvrier. C'est aussi le sens de l'anecdote. L'épisode de la cagoule à Niort, la Niort c'est la première de son tour de France des prisons. Voici l'anecdote. On lui apporte une cagoule, je cite à partir de là, en toile avec un trou pour la bouche, c'est tout. On doit en principe voir à travers. Elle était tellement sale et repoussante, ayant dû servir à plusieurs générations de détenus, que je l'ai refusée à la grande colère du gardien qui me menaça du mitard si je ne la mettais pas. Je l'ai jetée à ses pieds en lui disant « Puisque c'est le règlement de porter la cagoule, il ne doit pas y avoir un article imposant une telle saleté. Donnez-moi une propre, je la mettrai. Fourrez-moi au mitard, mais avant, donnez-moi du papier pour écrire au ministre ou présentez-moi au directeur. » Les 2 jours suivants, même scène. Enfin, le 3e, un autre gardien m'en apporte une propre, en me disant « Ne faites pas toujours le crâneur, car ici on mate les durs. » Concision, utilisation du style direct, aucun commentaire. Mais on voit bien le contraste entre la brutalité et la dignité de Martel, et il rappelle son statut, et dans cette lettre à écrire au ministre ou au directeur, il souligne à quel point la situation où il est inadmissible. On voit là un aspect de sa personnalité, le courage. Il a déjà employé le terme d'endurant, qui illustre bien ce caractère. La ténacité, la volonté de se faire respecter, de faire respecter ses camarades. C'est aussi le refus de la lâcheté. C'est un des termes les plus durs qu'il emploie pour viser des gens qu'il déteste, qui s'opposent à fier, souvent liés au courage. Est-ce qu'il y a de la sensibilité chez Henri Martel ? Eh bien oui. Un moment d'émotion, celui du procès, un des rares moments d'émotion de l'autobiographie, où Henri Martel évoque le courage des témoins de la défense et son émotion. Ému par un tel témoignage, ému jusqu'aux larmes, d'entendre ces courageux témoins venus exprimer combien j'étais estimé de la population, que la masse ne pouvait croire que j'étais un traître. Il faut noter que sa réaction est forte lorsqu'il s'agit de sa droiture, de son honnêteté mise en cause. On voit qu'il en appelle au jugement d'autrui, la population, la masse, les témoins, fondés sur ses actions. Même sensibilité lors des retrouvailles dans les prisons, comme à Tarbes, je reconnais mon camarade Berlioz, nous nous jetons dans les bras l'un de l'autre, on s'embrasse, la nuit s'est passée à raconter notre vie. Ou dans le soin donné aux malades à Alger. À ce régime, notre état physique s'aggravait. Florimond Bonte, atteint d'eczéma, devint impotent des 2 mains et d'une jambe. Laissé sans médicaments, il ne pouvait plus se nourrir, se laver, ni même faire ses besoins seul. Nous le soignions à tour de rôle, en permanence, jour et nuit.
Les sentiments ne sont pas analysés, ils sont traduits par des actes. Ainsi, les visites de sa femme Élise à la prison. Revenu à Saint-Lenoble 5 ans après 1939, il dit « N'ayant revu ma femme que 2 fois 10 minutes au travers des barreaux du parloir de la santé. Ces 10 minutes d'entretien avaient coûté chaque fois bien des fatigues et des démarches à Élise qui était malade, pour obtenir l'autorisation. Puis l'heure des visites, environ 2 jours d'absence de chez nous. » Il revient un peu plus loin sur ces 2 jours pour 10 minutes de visite. Mais à chaque fois, ce qu'il faut noter, et peut-être aussi surtout, c'est qu'il pense à la fatigue d'Élise plus qu'à ses propres conditions de détention. Le malheur, c'est la séparation. Le mot revient. Séparation. Séparé. Seul. Le degré au-dessus, c'est le déchirement. Déchirement que furent les atroces nouvelles de la mort par fusillade de mes 2 fils, Henri et Germinal, coupables d'avoir un père député communiste et d'être entrés dans la résistance dès la dissolution du parti. Dans le résumé biographique qu'il donne au début, voici les quelques lignes. Marié le 23 octobre 1920 avec Élise Voulzé, née à Manières, fille de verrier, nous eûmes 2 fils, Aimable Henri, né le 1er juin 1920 à Écaudin, et Germinal, né le 30 novembre 1921 à Oisier. Ils furent tous 2 fusillés par les nazis pour fait de résistance. Nous restons seuls. 3 mots pour dire l'atroce, mais aussi l'important, c'est le lien qui le lie avec Élise. C'est ce « nous » qu'on retrouve un peu plus loin. Sans jamais nous le dire, nous avons conservé dans nos cœurs le souvenir de nos martyrs. Pour les venger, nous avons poursuivi le combat, nous séparant le moins possible. Chez Henri Martel, la douleur extrême, personnelle, ne peut se dire. Répondre à l'atroce séparation, c'est être ensemble. Se séparer le moins possible d'Élise, celle qu'il a épousée tout jeune et dont avec la même pudeur il souligne à chaque fois leur convergence de vue, combien ils ont tout partagé. Voilà tout ce qui est dit à ce sujet, le reste est silence, le silence pour l'indicible. Ce que l'on peut dire en conclusion, c'est qu'il est difficile de rendre compte d'un texte concis. C'est risquer de délayer là où il y avait le mot juste. Comme l'indique le plan de l'autobiographie, la vie militante d'Henri Martel était multiple. Il y aurait sans doute d'autres angles d'attaque pour étudier l'ensemble du texte. Ce qui l'emporte ici et que j'ai voulu montrer, c'est qu'il ne se considérait pas comme un homme politique, mais comme un militant mineur, comme il le dit dès le début de son autobiographie. C'était un grand travailleur. Pourtant, il ne se met jamais en valeur. Il a par exemple gardé toute sa vie sa petite maison, son mode de vie. Peut-on parler de modestie? À ce sujet, oui, mais pas de modestie de façade. Il dit à plusieurs reprises « Je suis fier, j'étais fier d'avoir réussi, d'avoir tenu bon. » Fier, oui, mais jamais il ne s'est senti irremplaçable. Il a toujours cherché à faire monter des cadres, à assurer la relève. Sa fierté est collective. La corporation minière était fière qu'un de siens fût le 3e personnage de la République. Ce à quoi il tient personnellement, on l'a vu, c'est l'estime de mes camarades de France, des communistes, du parti, des syndicats. Cette autobiographie, plus que pour les autres, est avec les autres. Elle répond bien à la définition donnée dès le début, le souvenir de mes années de lutte avec les mineurs. Mais elle révèle aussi un homme droit, fidèle, tenace, déterminé, toujours sensible aux souffrances et aux difficultés des autres et prêt à agir pour les aider, mais aussi très pudique sur ses propres sentiments. La grandeur d'Henri Martel, c'est d'avoir voulu être parmi les autres, avec les autres, ce qui fait aussi la qualité de son autobiographie.